Donc, je vais présenter un petit peu ce qu'on appelle l'analyse du discours. École française, bon, parce qu'on est sur une origine francophone, là on est dans ce système. On travaille, je voulais indiquer qu'on ne travaillait pas sur la structure de la phrase pour arriver à une description des possibilités du français dans le code normé, hein, comme l'a bien montré Patrick, mais que nous, on travaille sur des mots, des tournures, des expressions qui en général relèvent plutôt de l'appareil linguistique formel de l'énonciation, l'appareil formel de l'énonciation, dont Patrick a assuré une présentation tout à l'heure, mais qu'on se focalise sur des marques, ce qu'on va appeler des marques, ces mots, ces tournures, ces expressions, on va les appeler des marques, quand ils viennent souvent, quand ils reviennent, quand ils apparaissent comme saillants, ou quand ils ont des emplois un peu différents du code, ou un peu particuliers dans le code. C'est-à-dire qu'on est là à regarder comment les productions orales, écrites, électroniques, maintenant, toutes les productions en circulation, sont configurées formellement. On a une étape descriptive, mais cette étape descriptive, elle n'est pas là pour le plaisir de la description. Il y a un deuxième moment où nous effectuons une remontée interprétative. C'est-à-dire, nous nous disons que les choses sont peut-être comme ça, qu'il y a cette utilisation de la langue et du matériel aussi paraverbal, l'intonation, enfin, on n'est pas uniquement sur des phénomènes de mots écrits, hein, on est sur toute l'orchestration de la langue en situation, mais on regarde comment les choses sont bâties. Grosso modo, on est sur des questions de comment elles sont bâties, comment on peut expliquer en fonction des intentions, en fonction des situations, en fonction des représentations que les gens ont, comment on peut expliquer ces configurations, ces cristallisations de formes qui sont très importantes dans telles circonstances. Écrite, orale, électronique, on a des variantes. Alors, généralement, donc, on ne travaille pas sur un texte ou une production, mais la caractéristique principale, je pense, de notre discipline au départ, c'est de constituer des corpus. Elle n'est pas la seule, mais on va mettre en série des textes, des conversations, des courriels, tout type de choses, mais on va créer des séries, ce que Jean-Claude Béaco appelle des paquets de textes, mais le mot texte pour nous n'est pas uniquement limité à l'écrit. Des paquets de production plutôt, on va les mettre en série et on va les étudier comme un tout. Alors vous voyez les séries de textes écrits, oraux, électroniques, elles ne se promènent pas sur leurs petites pattes. C'est l'analyste qui les constitue. C'est jamais un donné. Donc on n'a jamais, même si on fait un corpus aléatoire en disant on prend toutes les unes de journaux du monde, ben, on a choisi le monde, on a choisi les unes de journaux. Il y a toujours un regard qui prédécoute. Et à partir de là, on va voir comment le langage est activé dans ce type de circonstances, de situations, de production. Donc on est dans quelque chose de très situé, de très contextualisé, d'autant que le principe de regroupement des corpus qu'on constitue, c'est un principe d'appariement selon les conditions de production et de circulation. C'est-à-dire qu'on a des choix de regroupement qui sont un peu standardisés, qui ont été il y a une typologie, mais on n'est pas obligé d'obéir strictement à cette typologie, mais elle réfléchit ce qui se fait généralement. Manguenau a défini, là, dans les années 90, Dominique Manguenau, qui est un analyste de discours très connu dans le milieu francophone, les critères d'appariement. On peut choisir de travailler sur les discours du tourisme. On peut choisir de travailler sur les discours de l'entreprise, par exemple, dans Société plurielle. On peut choisir de travailler sur des discours d'institutions, tous les ministères qui seraient en charge de questions liées à la migration, à la mobilité. Vous voyez ? Donc, soit je fais ce découpage-là, soit je peux prendre un autre découpage, c'est lié aux intentionnalités davantage. Discours de consigne, les règlements, ce qu'il faut faire, ne pas faire, ou discours publicitaire, vendre, etc. Vous voyez, on a ce préconstruit dans la constitution du rassemblement des productions en corpus. Alors, il y a des personnes qui vont travailler sur le discours de consigne. Il y a des personnes qui vont travailler sur le discours de consigne dans le discours de la médecine. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, se dire les prescriptions, les conseils aux malades. Et là, on peut croiser les deux niveaux. Vous voyez, on va avoir des corpus plus ou moins étendus.
Et ensuite, on peut aussi se dire que les textes ont certaines caractéristiques du fait de leur support. C'est le canal de communication. Par exemple, il y a des personnes qui parlent de discours radiophoniques, de discours de l'Internet, de discours télévisuels, en imaginant que parce que la langue est mobilisée dans ce cadre de communication par le médium, ça va avoir une influence sur toutes les formulations qu'il y aura. On va retrouver des caractéristiques communes. Voilà. Alors évidemment, on ne travaille pas sur tout le discours radiophonique, on pourrait travailler sur le discours radiophonique des émissions parlant de la migration. Vous voyez, enfin, on peut avoir toute une série de critères qui vont permettre de resserrer plus ou moins la taille de l'objet d'étude. Voilà. Alors, évidemment, vous voyez, pour un discours donné, une entrée choisie, il y a plusieurs textes analysés. Ou arrêter la mise en série. Et là, ça va poser la question des frontières, exactement comme on l'a vu la dernière fois. Est-ce qu'on s'arrête à notre pays? Est-ce qu'on s'arrête à tous les discours de tous les ministères équivalents, s'il y a des ministères de l'intégration, vous voyez, dans différents pays? Est-ce que c'est l'équivalent? Vous voyez, dès lors qu'on franchit les frontières de l'État national, ou d'une langue ou d'une culture, même si ça porte le même nom, est-ce que ça va être l'équivalent? Comment va-t-on pouvoir constituer un corpus relativement homogène, ou alors contrasté? Et il y a beaucoup de développement actuellement en analyse de discours sur plusieurs langues, plusieurs cultures. Le projet de Marie, d'ailleurs, montre aussi ces éléments-là. Alors, ça nous amène à revisiter complètement la vision informationnelle du langage. Parce qu'on ne peut pas dire quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un dans quel but, ou même le schéma de Jacobson, avec le niveau informationnel, puis le contact, etc. Et on va regarder ça au travers d'exemples. Vous allez voir que moi, le quelqu'un, je ne sais pas si bien que ça le définir. Ce qu'il dit, j'ai besoin de l'interpréter beaucoup. À qui? Il y a plusieurs publics superposés, plusieurs destinataires, etc., etc. Donc je suis toujours dans une reconstitution de ces conditions de production afin de comprendre ce qui est dit, d'essayer de l'interpréter. Ce qui est très difficile et qui devient de plus en plus difficile pour des questions aussi de changement de société. Alors, en fait, le vrai point que je voulais soulever, c'était la complexité de raccorder les textes aux contextes multiples sur le fond desquels ils surgissent. Je suis capable de décrire, une fois que j'ai consolidé mon corpus, les caractéristiques. Par exemple, j'ai beaucoup d'impératifs dans un texte peut-être de réglementation. Faites ceci, ne faites pas cela. Je vois les formes qui émergent. Mais ça ne me suffit pas parce que le contexte, c'est pas si simple de dire c'est un texte de réglementation, il donne des ordres. C'est un texte réglementaire, il va donner des ordres. C'est beaucoup plus fin que ça en général. Vous allez voir un petit peu tous les problèmes qui arrivent. Alors, le qui, moi je ne sais jamais, au départ, je fais une hypothèse, je me dis, cette personne-là qui parle, je regarde son état, son statut social, son âge, etc. Je me dis, voilà, c'est telle catégorie de personnes qui parlent. Mais j'ai quand même de gros problèmes, parce qu'on sait par exemple depuis Lahire, l'homme pluriel, que chaque locuteur a des sphères de socialisation au cours de sa vie déjà multiples, au cours de son histoire personnelle. Ça peut paraître quelqu'un par exemple de très conservateur, mais qui a été élevé en fait dans un autre type d'image politique, familiale, et qui connaît très bien les deux milieux. Vous voyez, il y a des arrière-plans que je ne saisis pas. Il est très difficile de catégoriser une personne de manière monolithique. Et dans son histoire personnelle, mais maintenant vous allez voir qu'il est totalement impossible aussi, me semble-t-il, si on a une approche fine du contexte, de donner une identité comme on le fait. Par exemple, le vendeur va vendre, l'homme politique va défendre telle opinion, etc. Vous voyez, on a des catégorisations entre l'identité et l'intention. Et vous allez voir, par exemple, j'ai pris un exemple que j'ai vu, un vendeur de meubles un samedi soir avant la fermeture qui voit arriver une famille avec un enfant énervé. Genre 19h30 et la fermeture est à 20h dans un Castorama à Usine Center à Villacoublay, pour vous donner exactement le tableau. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que certes, le vendeur, quand il voit entrer des consommateurs, acheteurs potentiels, il est dans la possibilité, bien sûr, de vouloir vendre. C'est même théoriquement ce pourquoi on le fait. Donc c'est un vendeur, il vend. Comme collègue, il a une autre identité, qui est celle de collègue, il n'est pas que vendeur. Il sait que les caissières veulent fermer à l'heure, qu'on ne va pas redéballer les choses, qu'on ne pourra pas peut-être pousser l'acte de vente à son terme. À ce moment-là,
il va pouvoir dire ce serait mieux de revenir à la clientèle pour avoir une vision plus complète. Comme employé de telle enseigne, il a été soumis aussi à des formations, il sait qu'il est là pour faire monter le chiffre de vente. Donc, par rapport à son institution, le magasin, la firme, l'enseigne, il est de nouveau en position de vendre. Mais comme travailleur, il peut se dire aussi qu'on exagère, qu'on est déjà en fin de soirée, le dimanche, etc. Dans un cadre plus large, celui de la société française, avec ses revendications, ses syndicats, etc. Donc, il y a un tiraillement. Il n'est pas possible d'interpréter a priori tout l'échange, toute la conversation, en disant c'est un vendeur qui veut vendre absolument, etc. Il y a toute une chose, on va peut-être le détecter dans ses gestes, dans son intonation, dans les signes qu'il va envoyer en direction des caissières, etc. Donc, moi, l'identité de la personne et son intention, je ne le vois pas clairement. De la même manière, les textes sont de plus en plus souvent portatifs, portables. Il y a des formats électroniques, il y a une circulation. Et là, ça pose énormément de problèmes. Par exemple, si on travaille dans Société Plurielle, si on travaille sur des sites web de ministères ou autre chose qui parlerait de mobilité, d'intégration, on voit bien que le destinataire n'est pas si clair. Il peut y avoir le citoyen, il peut y avoir d'autres ministères qui sont en concurrence, qui jouent sur les mêmes créneaux, etc. On va avoir des imbrications de destinataires, on va avoir une sorte de polyadressage permanent. C'est la difficulté d'établir un cadre participatif qui devient... on n'est pas dans une conversation où il y a des personnes présentes. Souvent, maintenant avec les écrits, on est dans des écrits qui entrent dans des systèmes de circulation, qui font des carrières différentes. C'est un des caractères de la communication. Oui. Qui est fondé sur l'émetteur beaucoup plus et puis qui imagine. Voilà, potentiellement. Mais maintenant, il y a des systèmes même organisés qui de toute façon construisent cette ce polyadressage de toute manière. Et j'ai pris l'ordonnance du médecin généraliste. D'abord, il y a un moment où elle est auto-adressée. Il est en train de l'écrire et souvent il la commente, il marmonne et il dit « c'est le seul discours de consigne à ma connaissance qui est au passé composé. Je vous ai mis 3 comprimés de machin, etc. en français. » C'est assez amusant parce qu'il y a ce regard rétrospectif sur la capacité de rédiger. C'est d'abord un acte de rédaction où il est à l'ordinateur, même maintenant on ne le voit pas forcément dans l'écran, etc. Enfin, par-dessus l'écran et autres. C'est une prescription à un patient. Et vous voyez, chaque fois j'ai mis en rouge les identités. Témoin, patient, client, assuré. Le malade, c'est un patient. À un moment, on va lui expliquer un peu son ordonnance. Mais l'ordonnance, c'est une liste de médicaments. Elle est aussi destinée au pharmacien qui va exécuter la délivrance de l'ordonnance. Et c'est pour ça que souvent, tout est lapidaire. Et l'explication est vaguement à l'oral quand on a le temps, dans le cabinet de consultation, mais il n'y a quasiment pas d'indication très précise sur le mode de prise, etc. Parce qu'en fait, c'est avant tout une liste de commissions à faire à la pharmacie. J'exagère un peu, mais c'est ça. Et enfin, c'est de plus en plus un acte réglementaire, puisqu'il y a l'affaire de non substituables, les médicaments sont contrôlés, est-ce qu'on prescrit beaucoup d'antibiotiques, etc. Et c'est repassé de manière électronique dans le système de santé, ce qui amène parfois des choses très amusantes dans les ordonnances. Je dis bien non substituable, qui peut être écrit en toutes lettres par un médecin. Par exemple, dans le cas d'un enfant allergique qui ne supporte pas les excipients des médicaments génériques. On voit la prescription, il y a marqué « je dis bien le médicament de marque ». Donc, tout ça, vous voyez, il y a un poids énorme du contexte sur la formulation. Il y a des adressages multiples, il y a des adressages prévisibles, il y a des adressages pas prévisibles. C'est-à-dire, les personnes qui travaillent sur les signalements d'enfance en danger, par exemple, ils ont des soucis des fois de se dire que les assistantes sociales, ce qu'elles écrivent, pourra peut-être un jour passer devant un tribunal. Les personnes qui travaillent sur ça disent qu'elles ont toujours le souci de penser que 10 ans après, le texte qu'elles écrivent peut avoir une autre carrière, si le jeune enfant placé dans une famille d'accueil devient délinquant. Vous voyez, il y a des adressages potentiels, il y a des adressages obligés, et ça joue sur ce qu'on va écrire, sur la formulation. Alors, les textes ont plusieurs vies, plusieurs destinataires, je l'ai dit, et puis en plus, les textes sont mobiles. Sont mobiles ou sont placardés à des endroits différents. Je pense par exemple à tout ce qu'il y a dans les transports en commun et qui fera l'objet d'un travail pour l'axe 2. Parce qu'il y a tout un tas de textes portés, déplacés, ou bien c'est les lecteurs qui bougent dans l'espace et dans le temps qui sont moins prévisibles.
Et à partir de là, la formulation devient drôlement compliquée à poser, parce qu'on n'a pas forcément le contexte peut varier, et l'interprétation peut varier, etc. Alors, l'idée, c'était de conduire dans l'espace urbain public une analyse de la signalétique. Alors, ce n'est pas tout à fait de la sociologie urbaine, parce que ce n'est pas dire quel groupe parle dans tel quartier, telle langue, par exemple des migrants qui seraient concentrés dans une zone de banlieue, et la variété des langues, etc. Mais c'est plutôt un mouvement qui n'est pas très vieux, qui a une quinzaine d'années à peu près, qui consiste à regarder quelles langues apparaissent très concrètement dans les paysages urbains, sur les panneaux, et en distinguant soigneusement espace public et espace, par exemple les restaurants et autres, espaces jugés plus privés. Public, ce sont les institutions publiques, tandis que, comme les transports, les musées, les offices de tourisme, et privés, ce sont les magasins et autres. Et dans un même quartier, moi j'ai commencé ce travail à Avenue de l'Opéra, on se rend compte que les langues en présence dans l'espace public et dans l'espace des commerces ne sont pas du tout les mêmes. Et ce travail est intéressant parce que les linguistes, jusque-là, l'ont mené dans une perspective plus de sociologie sociolinguistique. Et je pense que la dynamisation du projet Société plurielle, ça peut être de le mener avec des spécialistes de l'espace et du territoire urbain, comme Alain Pellissier. J'ai envoyé les documents, j'ai envoyé de la bibliographie, il a l'air très intéressé de poursuivre. L'idée serait de regarder Paris, de regarder Sarajevo, où il y a eu des conflits importants entre populations, et donc comment se recomposent les langues dans cet espace qui a été bousculé. Et j'ai un troisième espace avec une enseignante de l'Université du Luxembourg qui consisterait à voir comment se donne ce paysage linguistique urbain dans un État qui se pose officiellement comme multilingue et stable, qui n'a pas connu un bouleversement de type conflit, guerre, etc., au Luxembourg. Voilà. Bon. Je vais voir très vite, parce que le contexte, quand vous êtes dans les transports en commun, c'est pas adressé à un certain quartier, puisque le métro se déplace. Vous voyez, j'ai un problème. Je veux dire, c'est pas dans le quartier de l'Opéra. Si le métro bouge. Et oui, les panneaux qui sont dans le métro, etc. Vous voyez, c'est pas situé en fonction des populations. Hein, c'est mobile. Donc c'est intéressant de se dire que là, le discours, il est mobile. Il bouge sans arrêt dans tout Paris. Il y a aussi cet aspect-là. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les contrastes entre les boutiques privées et les restaurants qui s'adressent à certains touristes, certains types d'étrangers dans certaines langues, etc. Et ce qu'on voit dans les cabines de bus ou dans les bus, dans le même quartier à côté, les cabines par contre sont plantées là. Et ce dont je me rends compte, c'est, et que je vous fais une hypothèse, qu'il y a des signalétiques top-down, c'est-à-dire étatiques publiques, qui partent de représentations en direction des populations. Et il y a des signalétiques à l'écoute des pratiques qui se constituent, s'il y a des flux de touristes, etc. Mais c'est ce que j'ai trouvé dans les restaurants et autres. Alors, regardez ce que je trouve, moi. Je trouve ça. Ne monte pas après le signal sonore, tu risques de te faire très mal, par exemple dans le métro, type N14, la station Pyramide. Et j'ai des langues en dessous qu'on voit très mal, hein, je m'en excuse. J'ai l'anglais, j'ai l'allemand, j'ai l'espagnol et j'ai l'italien. Voilà, les langues d'avertissement, des consignes de sécurité sont les suivantes. Alors moi, ça me pose des tonnes de questions. Je suis désolée, hein, du coup, on voit un peu le PowerPoint. Qui est le destinataire de tout ça? Des usagers non francophones. Les touristes? Les étrangers vivant en France? C'est pas adressé aux touristes effectifs. Il faudrait comparer, je vais le faire, avec les flux de touristes dans Paris et leurs évolutions. Pas adressé aux migrants. La langue arabe, par exemple, n'apparaît nulle part dans les transports en commun, me semble-t-il, alors que ce serait la première langue étrangère parlée en France, etc. Vous voyez, il y a plein de choses qui n'apparaissent pas. Et par contre, je me pose la question, quelles sont ces langues qui sont celles officiellement posées dans les transports en commun? Et je m'aperçois qu'elles font le pourtour de l'Hexagone. C'est-à-dire, ce sont les langues frontalières, hein. Il y a l'italien, l'espagnol, l'allemand, l'anglais, ce sont les langues frontalières sur le pourtour de l'Hexagone. Oui. On sait de quand date Il faut que j'aille faire toutes les recherches.
C'est la partie d'analyse de discours institutionnel où je devrais reprendre les discours des institutions, les textes qui ont présidé. Il ne peut pas y avoir que les photos. Alors, dans les personnes qui font les anglophones qui font le travail en linguistique, en paysage linguistique, elles sont plutôt centrées sur l'histoire. Par exemple, quand il y a des conflits, Aneta Pavlenko s'intéresse à la disparition du russe progressive en Ukraine, ou des choses comme ça, vous voyez. Elles sont sur l'histoire. Mais elles n'ont pas croisé, à ma connaissance, avec des corpus écrits, des prises de décision, etc., institutionnelles. Ce que je veux dire, c'est que cette affiche doit avoir au moins 20 ans. Tout à fait. Donc, et c'est très intéressant d'observer le décalage. Et par exemple aussi, dans les zones où il y a des travaux, où la communication est donc la plus importante, quand les stations de bus, il y en a plein en ce moment dans le quartier que j'observe, sont fermées, on s'aperçoit que les panneaux écrits à la main ne sont mis qu'en français. Et moi, je passe mon temps à aller chercher, repêcher des étrangers qui attendent, parce qu'on ne voit pas qu'il y a des travaux, qui attendent sagement le bus, qui ne savent pas. Donc, dans la communication d'urgence, la place de la langue étrangère n'est pas posée. Il y a aussi les absences, présence ou absence de langue. Mais excuse-moi, Florence, Oui. Je me demande si c'est vraiment parce que ce sont des langues ou des pays frontaliers, parce que si tu regardes à Budapest, ce sont exactement les mêmes Mais il langues. faut faire une étude. Donc, c'est une hypothèse. plutôt, à mon avis, c'est L'Europe, une hypothèse générale concernant les langues les plus parlées en Europe. Voilà. On va voir en interrogeant, je cherche une chose. En tout cas, il faut absolument aller voir les politiques de communication, etc., le croiser. On ne peut pas se contenter, croiser aussi avec les statistiques sur le nombre de touristes par nationalité et sur les flux de migrants. Il faut essayer de voir un petit peu quelle est la réalité des usages des langues et comment c'est ignoré ou intégré et par qui, etc. Donc ça, c'est un projet pour société plurielle. Mais pour vous montrer, on a parlé de nationalisme méthodologique, alors là j'en suis sûre, pour le reste j'ai fait l'hypothèse des pourtours de l'Hexagone, mais c'est peut-être pareil dans tous les pays. Si on regarde les manuels de langue étrangère, par exemple en français du tourisme, pour préparer les étudiants étrangers qui après deviendront des professionnels du tourisme dans leur pays, on a toujours un regard hexagonocentré. C'est-à-dire, venez visiter Paris, la Tour Eiffel, etc. Et chaque fois, la protestation est, par exemple, moi je veux accueillir les touristes français à Mexico, je ne vais pas leur décrire la Tour Eiffel. Vous voyez, il y a toujours ce problème du miroir non inversable. Et on a une sorte de forme, à mon avis, là, de nationalisme méthodologique. Moi, je m'intéresse depuis une quinzaine d'années, j'étudie tous les manuels de tous les pays pour voir ce qu'ils présentent des pays. Le discours est francophonocentré au mieux, c'est-à-dire, je vais prendre des exemples, parfois la Belgique. Donc les publics veulent non pas visiter la France, mais accueillir les touristes français, et ce regard-là, vous voyez, il n'y a pas la réciprocité, il n'y a pas l'inversion, il y a la France, terre magnifique de tourisme et de visite. Ça, c'est un aspect qu'on voit dans les représentations, on le voit dans la langue, mais on le voit dans les images, on le voit dans le visuel aussi. Hein, Et là, regardez, 2013, Maison des langues, ce n'est même pas un éditeur entièrement français, puisque c'est une association avec Barcelone, et on fait mettre des noms de villes sur la France, éventuellement il y a les territoires d'outre-mer. Le lieu le plus exploré dans le manuel est La Rochelle, l'aéroport pris en exemple est Orly-Sud, la croisière se passe en Martinique, le pays invité est la Belgique. J'ai trouvé 3 petits passages qui représentent des demi-pages où on voit des pays étrangers comme destination touristique. Alors ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Attends, quel pays? La Tunisie, par exemple? Je les ai mis. Il y a Tunisie, qui est en plus français langue seconde, Espagne, Croatie, Sicile, Mékong et croisière en Méditerranée. Voilà. Donc sur l'image aussi de la société plurielle, vous voyez, il y a des choses à creuser au niveau de ça, alors que quand on prend l'anglais, l'anglais se pose toujours comme international, et quand vous regardez les ouvrages, vous visitez le monde entier. L'exemple de la visite guidée, vous voyez le discours visite guidée, le prototype, la construction discursive, ses schémas, son script, les tournures principales qui sont utilisées, c'est assez amusant, on voit que le mur de Berlin est tombé, c'est Moscou, pour l'anglais. C'est-à-dire, on apprend là, le prototype de la visite guidée dans le cadre Moscou, en anglais. C'est étonnant. Hein, Ça, ils ont toujours eu des guides à Moscou. Enfin. Oui, mais enfin, il y a tout.
Et vous voyez, bon, rien que la couverture est parlante, hein, sans faire toute une analyse sémiotique, on voit. Voilà. Alors moi, ça m'ennuie. Certes, l'anglais est langue internationale, mais le français est très demandé. Vous voyez, j'ai une absence. Donc vous voyez que mes discours se construisent comme une sorte de plateforme hors sol, hein, vous voyez dans les manuels, hors des réalités du domaine touristique. Parce que qu'est-ce que c'est actuellement le domaine touristique? C'est une internationalisation, c'est-à-dire qu'on a du personnel d'animation roumain parlant très bien français dans un club Marmara en Espagne. C'est-à-dire la société plurielle, elle est tout à fait intégrée dans un domaine comme le tourisme. Du personnel de nettoyage de cabines de croisière ou de ferry de toute origine, et pas un Français travaillant sur un ferry entre la Corse et Marseille. Vous voyez, enfin bon, on a vraiment tout ça. Des directeurs d'hôtels en Autriche ayant vécu et tenu des hôtels en France 10 ans, quasiment bilingues, qui ne seront jamais pris comme exemple ou prototype des locuteurs potentiels du domaine. Il y a un décrochage complet des représentations et des discours par rapport au domaine. Alors, vous voyez bien que partout dans ces discours, production orale, écrite, panneaux, etc., ce sont des réalités construites. Il y a le monde phénoménologique qui peut être complètement ignoré des discours. J'ai plein de touristes qui ne sont pas des langues indiquées dans les panneaux. J'ai des tonnes de personnes qui travaillent dans le tourisme qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on montre dans le manuel du tourisme, qui ne sont jamais montrés. Vous voyez, il y a une construction un peu offshore, comme ça, une sorte de plateforme par-dessus, par le discours qui se construit, par les images, par les représentations. Et donc, quelles sont les réalités montrées? Quelles sont les réalités tues? Est-ce qu'il y a une vision nationale, une mobilité, une mondialisation effective? Vous voyez, ce sont des questions pour société plurielle, si on regarde du côté du pluralisme culturel, linguistique. Il y a des choses qui sont présentées comme très homogènes, alors qu'elles ne sont pas tant que ça, et depuis 10 ans. Donc, on a un domaine multilingue comme le tourisme, mais pas de présence de la diversité des langues. Je n'ai trouvé que dans un ouvrage allemand, Unternehmen Deutsch, l'existence de documents en plusieurs langues. C'était même pas le tourisme, c'était l'entreprise, un salon international où on disait quelles sont les langues que vous pouvez trouver dans les prospectus. Quel type de document pourrait être rédigé en allemand, en anglais. Vous voyez, c'est toujours la même problématique, mais les langues, la diversité des langues n'apparaît pas, même dans un domaine comme l'univers des affaires. En fait, pour les questions de manuel, c'est souvent l'organisation, la vente du marché éditorial qui bloque l'apparition de différentes langues dans les manuels. Il n'y a jamais pu avoir, moi j'ai essayé d'en éditer plusieurs fois, des manuels multilingues en tourisme. Il ne peut pas y en avoir parce qu'on commercialise par la librairie francophone. Et la librairie francophone ne vendra jamais un ouvrage qui a un morceau qui a de l'anglais, même dans les images, etc. Si c'est un manuel de français langue étrangère, il ne peut pas y avoir des documents multilingues systématiquement, Elle a où etc. son siège, cette librairie francophone? Mais par exemple, je l'ai regardé dans différents pays. Partout, les éditeurs m'ont dit, on a un réseau de vente à l'étranger, on ne peut pas vendre des manuels. Nos librairies à l'étranger refusent des manuels qui ne seraient pas représentatifs, etc. Et est-ce que par exemple en Tunisie, le manuel en français admettrait des éléments d'arabe tunisien? C'est pas ça. Là, la question n'était pas celle-là, parce que parfois il y a des fabrications pour certains pays, où à ce moment-là on a même des confections bilingues, etc. On est dans un domaine qui est très empreint de diversité et d'internationalisation, et où les langues circulent, où tous les documents, on prend un menu, il est en plusieurs langues, on prend un descriptif d'hôtel, il est en plusieurs langues, etc. On prend des sites internet, on navigue, on a plusieurs langues aussi, on passe de l'une à l'autre. Comment se fait-il que les manuels n'arrivent pas à refléter cette diversité? Le blocage est à la vente, semble-t-il. J'en ai parlé avec plusieurs éditeurs français, type Didier, Clé International, etc. Voilà. Donc, on a un contexte de production qui peut l'emporter, ou un contexte de commercialisation qui peut l'emporter sur le contexte de la spécialité, et qui peut donc amener à minorer toutes les caractéristiques discursives de l'activité professionnelle effective d'un domaine. Les échanges, etc., ne sont pas représentatifs, ne sont pas réalistes. Les documents présentés sont expurgés de tout caractère finalement international ou diversifié. Donc les discours, c'était vraiment pour vous illustrer par un cas caricatural que les discours sont le fruit de choix plus ou moins objectivés.
et qu'ils n'ont aucune transparence, ils ne collent pas au monde réel, bien souvent ils en construisent des représentations, et que les choses se disent en confrontant plusieurs discours les uns aux autres. Ça c'est pour les panneaux, le discours adressé aux usagers, le discours institutionnel officiel, le discours des responsables interviewés. Ah, si je reprends le cas de la signalétique, il y a beaucoup de choses que je ne m'explique pas. Judith a émis d'autres hypothèses, et c'est pour ça qu'en analyse du discours, on est sans cesse en train de valider des hypothèses interprétatives. On constate des choses bizarres, on dit tiens, c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attendait, si ça prétend être au service des populations, etc. Après, de cette remarque-là, on essaie de comprendre en croisant plusieurs champs disciplinaires bien souvent, d'où l'intérêt de société plurielle, parce que société plurielle peut amener des recherches en économie, des recherches en statistique, des cadres juridiques, des accès à des documents dont on n'a pas idée de l'existence, ou à une diversité européenne, en tout cas, et même mondiale, puisqu'on a des collègues qui travaillent sur l'Asie, qui, en voyant ça, pourraient me dire, à Singapour, les panneaux sont comme ci et comme ça pour telle raison. Ce que j'ignore, vous voyez, ça pourrait aider à problématiser les interprétations. Alors, évidemment, si on fait de l'analyse du discours, on va toujours chercher à voir comment on peut étudier les choses dans leur contexte d'apparition et aussi remarquer quand les choses n'apparaissent pas, c'est-à-dire les absences, les silences. Et l'idée est venue aussi d'une base de données électroniques des mots de la diversité et de la migration, c'est-à-dire qui contextualise les lieux d'apparition, les espaces discursifs d'apparition de ces mots. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail sur les mots, ce n'est pas un travail spécialement d'étymologie. Je vais laisser la parole à Marie.